13 septembre 1985, le major Doug Pearson est entré dans l'histoire en abattant un satellite dans l'espace à l'aide de son avion F-15. Le 13 septembre 1985, le major Wilbur Pearson a lancé un missile au-dessus de l'océan Pacifique, puis il était dans une montée verticale volant un peu moins de Mach 1, puis il était à 36 000 pieds. Le missile a rugi vers sa cible, le satellite SolWind P78-1, se déplaçant à plus de 28 000 km/h. Et alors que le missile disparaissait de sa vue, eh bien, tout ce que Pearson pouvait faire, c'était d'attendre. Et pour la première fois de l'histoire, un satellite avait été tiré hors de l'espace par un avion. Puis ça reste un moment unique dans la course compliquée et en constante évolution entre les puissances spatiales rivales. Et en 1978, en réponse au système ASAT ou anti-satellite des Soviétiques, l'administration Carter a lancé le programme qui a conduit au tir du Major Pearson. Et son armement était composé d'un missile à plusieurs étages ASM-135 développé par LTV Aerospace. L'arme ASM-135 était basée sur 3 composants fondamentaux. Eh bien, il y avait l'avion pour faire voler le missile en altitude, agissant essentiellement comme son premier étage, puis le missile lui-même qui avait 2 étages qui lançait le miniature Homing Vehicle ou MHV, le petit engin autonome qui entrerait en collision avec un satellite venant en sens inverse. Et la technique s'appelle Kinetic Hit to Kill. Aucun explosif était nécessaire, juste l'énergie libérée par la collision de 2 engins spatiaux se précipitant l'un vers l'autre à des vitesses de rapprochement de près de 11 000 mètres par seconde. Et les missions ont été effectuées depuis la base aérienne d'Edwards à l'aide d'un avion F-15 anti-satellite. Le programme ASM-135 a commencé les tests en 1982 et Pearson et 4 autres pilotes ont été formés pour effectuer la mission. Puis contrairement à l'image propagée, un avion décolle et fait exploser un satellite, ben non, il y avait beaucoup de préparation au préalable. On parle d'une centaine de vols par pilote. Mais il y avait des profils pour les missions subsoniques et supersoniques selon la vitesse de lancement dont le missile aurait besoin pour toucher des cibles en orbite à des altitudes plus élevées ou plus basses. Mais le timing était le facteur le plus important pour s'assurer que le missile avait sa rencontre avec le satellite cible. Le pilote décollait et survolait ce qu'on appelle des waypoints, puis un ordinateur de bord lui disait où aller et quand y être. Il fallait des compétences de vol précises pour arriver au point et finalement être dans la position, la vitesse et l'attitude nécessaires au lancement. Et le moment est venu 3h30 après le décollage de Pearson. Oui, à 30 000 pieds ou 9 144 mètres, et puis en vol en palier, Pearson a allumé le post-combustion, a accéléré l'avion à Mach 1,3 et s'est engagé dans une montée à 60 degrés. Et le F-15 a ralenti à Mach 0,96 au début du compte à rebours, puis à 0, Pearson a appuyé sur le bouton. Et le missile s'est séparé. Le F-15 était soudainement plus léger de 1360 kg. Ouais, c'était très pesant, ce fameux missile. Et Pearson effectua un roulis pour voir le tir de la roquette. C'était juste une belle vue de voir le missile suspendu là et la flamme sortir du moteur de la fusée. Et le véhicule à tête chercheuse miniature s'est séparé du 2e étage du missile. Son capteur infrarouge trouva la cible. Et à cette époque, toucher une balle avec une balle, ça semblait impossible. Le programme F-15 ASAT a clairement démontré qu'un objet à grande vitesse, plus rapide qu'une balle, pouvait être guidé vers un impact précis sur un autre objet encore plus rapide. Mais le programme ASM-135 n'a eu que 2 vols supplémentaires l'année suivante, avant que le Congrès ne coupe son financement. Puis là, vous allez me dire, OK, c'est beau abattre des satellites pour prouver à l'ennemi qu'on a l'armement et les capacités de nous défendre, mais les conséquences, oui, il y en a eu. Une conséquence secondaire de la fusillade a été les 285 débris créés par la collision, puis il a fallu près de 19 ans pour que tout ça rentre dans l'atmosphère. Et l'équipe était certainement consciente que les débris spatiaux flottants se propageraient et mettraient des années à tomber hors de l'orbite. Mais l'attitude envers les débris était un peu plus, ou je vous dirais un peu trop décontractée à l'époque. On a vu ce que ça a donné. En 2007, un missile ASAT chinois a détruit à partir du sol un satellite météorologique vieillissant, créant 3000 débris, un immense champ qui a provoqué l'indignation internationale. Et le test a également remis en question la perception selon laquelle les États-Unis dominaient l'espace. Et puis c'est malheureusement toujours d'actualité parce que la Russie a également fait exploser un satellite en 2021. Un énorme nuage de débris dangereux avait mis en danger la Station spatiale internationale. Les concepts ASAT actuels, qui n'utilisent pas le hit to kill, incluent l'utilisation de lasers pour aveugler ou éblouir les satellites, puis le brouillage des signaux de liaison montantes et descendantes d'un satellite. Et le développement récent d'armes hit to kill a ciblé des objets suborbitaux de sorte qu'il n'y aurait pas de débris en orbite. Et du côté de notre histoire, le même F-15 Alpha que Pearson a piloté dans sa mission anti-satellite historique a été piloté 22 ans plus tard par son fils, oui, le capitaine Todd Pearson, dans un vol commémorant l'événement.